Septembre 2007, 3000 danseurs et musiciens bretons descendent en costume traditionnel les Champs-Élysées à Paris. C'est la Braise Parade, la Braise Touch, une opération de séduction au slogan conquérant. La Bretagne comme vous ne l'avez jamais vue. Une région défile en affichant son image, fièrement pour exister, se vendre aussi. C'est une image, précise, choisie, voulue. D'aucuns l'estiment passéiste, ringarde, certains même la jugent dangereuse. D'autres au contraire la trouvent symboliquement forte, colorée, festive, efficace. Alors, to be new or not to be new? Car c'est quoi, au juste, l'image de la Bretagne? L'Ankou et sa faux, Alain Stivell et sa harpe, le Gwenadu, les photographies de phare de Philippe Plisson, ou bien alors Surcouf, Tabarly, les Islandais de Paimpol, les rassemblements de vieux gréments, la révolte des bonnets rouges, celle des habitants de Plogoff. Oui, c'est quoi, au juste, l'image de la Bretagne? L'image de la Bretagne, elle est double en quelque sorte. Il y a l'image que les Bretons intériorisent d'eux-mêmes, l'image qui est acceptée par les Bretons et qui participe en quelque sorte à leur construction d'identité. Puis il y a l'image qui est renvoyée par les autres. L'identité, c'est un jeu entre soi et les autres. Et les images, elles sont multiples là-dedans. Donc l'image de la Bretagne, c'est une question bien complexe. La légende de Kerdec. Fernand Lequesne, 1890. Une libre variation sur la légende des lavandières, d'après Émile Souvestre. Surprenant, non? Kitsch et érotisme pompier. Et la Bretagne, une commande officielle de l'État, réalisée en 1908 par un certain Jean Brunet. Vision allégorique délirante, la Bretagne en femme prêtresse, assise sur un fauteuil de pierre, habillée comme un figurant d'opéra. Pieds nus, serpe d'or, gui, croix menacée par des dolmens. Qu'est-ce qui peut bien fabriquer au fil des ans, dans un curieux mélange de clichés et de vérités avérées, l'image d'une région, et plus précisément, l'image de la Bretagne, dont on dit qu'elle a une forte image. Ces images ont-elles une histoire? Leur assemblage est-il le fruit du hasard ou d'une construction, voire d'une manipulation, au point de créer une Bretagne qui serait imaginaire, inventée? Aujourd'hui, l'histoire des images est tout à fait importante pour les historiens. On appelle ça l'histoire des représentations, c'est-à-dire comment on a représenté à un moment donné une réalité. Et les représentations deviennent elles-mêmes des réalités. On sait très bien qu'il y a un jeu compliqué entre les images qui sont des déformations du réel, mais qui finissent par aussi produire du réel. Pour le XVIIIe siècle, la Bretagne n'est qu'une contrée lointaine où bien peu de gens s'aventurent. L'image mentale que l'on s'en fait, rudimentaire, s'est forgée pour l'essentiel à travers quelques écrits célèbres, de César à Madame de Sévigné. Les véritables images qui révèlent la Bretagne à la France sont tout à fait récentes et rares. Pour le XVIIIe siècle, la Bretagne n'existe pas. Seuls quelques ports, dont l'image circule à travers les commandes royales de tableaux, ont grâce aux yeux du siècle des Lumières. L'aménagement des ports témoigne de la maîtrise de la nature par l'homme, chose essentielle aux yeux du siècle de la raison. Pour le reste, la Bretagne n'est qu'une contrée arriérée, peuplée de miséreux, sales, alcooliques, abétis par leurs croyances et parlant une langue incompréhensible. Au XVIIIe, la Bretagne est presque une terra incognita, sans véritable image, ou alors, c'est peu de le dire avec une bien mauvaise image. Une identité, c'est un ensemble d'éléments qu'on va sélectionner, de même que l'image d'un groupe humain, c'est un ensemble d'éléments qu'on va sélectionner et qui vont rentrer dans tout un processus, dans un processus de rapport à l'autre en fait. Et qui sélectionne tel ou tel élément d'identité, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, ça s'inscrit dans un rapport de domination, dans un rapport de hiérarchisation bien souvent. On a du mal à l'imaginer. Mais ce qui attire dans la Bretagne aujourd'hui n'a pas toujours été valorisant pour elle dans le passé.
Ainsi, ces gentilshommes en costume Louis XV, admirant l'océan et fixant sur la toile la beauté des falaises de Quiberon, sont en fait totalement anachroniques, car peints à la fin du XIXe par un Jules Noël feignant d'ignorer que l'homme du XVIIIe est insensible à la beauté du littoral. Nulle fascination chez lui pour le spectacle de l'océan déchaîné. De surcroît, bien peu de routes mènent alors au littoral. De la même manière, si le XIXe chantera l'or des fameux ajoncs bretons, pour le XVIIIe, les ajoncs ne sont que le signe de la misère, et la Bretagne est couverte d'ajoncs. D'une manière générale, les paysages et les sites que l'on trouvera plus tard splendides sont à l'époque trop à l'écart et restent inconnus aux rares observateurs de passage. Quelques colporteurs, des envoyés du roi ou des représentants de l'État, très peu d'artistes, il est trop tôt. Même d'intrigantes curiosités comme les alignements de Carnac, qui fascineront tant le XIXe, n'intéressent pas une époque avide de ruines antiques ou d'édifices classiques. En résumé, à l'ouest de la ville d'Angers s'étendent non seulement des friches et des landes, mais, aux yeux des Parisiens, un désert culturel. Dit brutalement, on n'a pas encore compris l'affirmation de Rabelais dans le quart-livre « Les Bretons sont gens ». Entendons par là, sont des êtres humains comme d'autres. Pour Voltaire, la Bretagne ne saurait être que Basse-Bretagne. C'est vers la fin du XVIIIe que l'on commence à s'intéresser à la Bretagne. Parce que d'abord, le siècle essaie de penser une liberté, mais une liberté qui serait fondée sur la nature, et non pas sur une transcendance de l'être humain, etc. Un lieu, ça n'est jamais que les images que l'on projette sur lui. Et les images qu'on projette sur lui sont les questions qu'on se pose sur soi-même, souvent. Et le siècle de la raison, le siècle des Lumières, n'a pas beaucoup de questions, au départ, à poser à la Bretagne. Et puis, tout d'un coup, ça va se passer très très vite. Au contraire, on se prend d'un très vif intérêt. Et c'est ce basculement qui est quelque part un peu étonnant et fascinant. Parce qu'on est en train de se poser des questions différentes sur soi. Et on cherche dans la nature, à l'extérieur, des figurations des problèmes que l'on se pose sur soi-même. Au-delà de sa mise à l'honneur dans l'œuvre de Chateaubriand au début du XIXe, pour que la Bretagne commence vraiment à susciter l'intérêt, il faudra attendre 1839 et le succès du Barzaz-Braise de la ville marquée, ce noble breton qui entreprit de collecter les chants populaires. Il faudra attendre, car ce qui est vrai pour la mauvaise image de la Bretagne au XVIIIe siècle l'est aussi en grande partie pour la première moitié du XIXe. Balzac, pour leur infériorité intellectuelle et leur esprit rusé, n'hésitera pas à comparer les Bretons à des Mohicans. Comme au siècle précédent, l'agronome anglais Young les avait déjà assimilés à des Hurons pour la médiocrité de leur agriculture. Quant à Victor Hugo, outré de leur inculture, il écrira « Le fait est que les Bretons ne comprennent rien à la Bretagne, quelle perle et quel pourceau !» Flaubert, plus objectif, ne sera pas vraiment tendre non plus. Mais peu importe. Comme Michelet, Mérimée, Stendhal et quelques autres, ils seront parmi les premiers à faire le voyage en Bretagne, en curieux, et certains s'en serviront pour son pouvoir fictionnel, sans vraiment la maltraiter. Et tous, ils contribueront à son succès. Il faudra donc attendre. Mais le XIXe siècle, dans sa seconde moitié, sera le grand siècle de la Bretagne, après que le mouvement romantique l'eut éclairé d'une autre lumière. Côtes sauvages et tempêtes océanes, brumes et châteaux, mégalithes, forêts, landes et bruyères. C'est une Bretagne pittoresque et chargée de mystères, terre de légendes, qui va s'installer progressivement, mais durablement, dans l'esprit des gens. L'image d'un pays du bout du monde et d'un paradis perdu. C'est vraiment le romantisme qui va marquer un tournant, parce que ce qui était perçu comme superstition, les traditions populaires, etc., voici tout d'un coup que des artistes, des philosophes le pensent comme l'expression d'une imagination créatrice qui serait le propre
de chaque individu, mais qui serait aussi comme la signature de communautés, de pays. Tout le monde, tout d'un coup, se passionne pour ce que les Anglais, à ce moment-là, appellent folklore. Tout le siècle est traversé par cette passion du folklore. En France aussi, dans le Midi, le mouvement occitan, et en Bretagne, ça va être le développement d'une vague extraordinaire de celtisme qui est perçu comme une sorte d'âge d'or de l'humanité. Le rejet de l'héritage gréco-romain au profit d'une réhabilitation du Moyen-Âge fait alors tout l'attrait de la Bretagne. En outre, la découverte de la Bretagne correspond à la vogue des estampes et des lithographies. Ainsi, la fameuse série du baron Taylor, voyage pittoresque et romantique dans l'ancienne France, entreprise monumentale de 24 volumes illustrés, consacre-t-elle 2 volumes à la Bretagne. Ils paraissent en 1845 et connaissent un énorme succès. Il s'agit pour le baron Taylor d'inventorier les richesses d'un passé à redécouvrir. Les ouvrages sont abondamment illustrés de croquis et dessins réalisés sur place. Ces images circulent, ce sont les premières, la photographie n'existe pas. De manière générale, la Bretagne fascine les illustrateurs. On recense alors plus de 200 ouvrages contenant des illustrations de Bretagne. L'armoricanomania bat son plein entre 1835 et 1855, soit sur 20 ans. La Bretagne devient une terre d'exotisme. Le caricaturiste Darjoux imagine d'ailleurs le voyageur parisien en explorateur, tandis que Robida anticipe déjà, en 1848, un parc d'armoriques. On existe par rapport à soi-même, on existe aussi sous le regard de l'autre. Et la Bretagne va découvrir globalement l'autre à partir de la fin du 19e. Et c'est donc à partir de la fin du 19e que des images uniques pour présenter la Bretagne vont émerger. Délaissant le traditionnel voyage initiatique en Italie, les peintres inaugurent alors le voyage en Bretagne. William Turner est un des premiers, dès 1826. En 1856, avec sa Tempête sur les côtes de Belle-Île, Théodore Gudin inaugure l'image qui sera tant déclinée par la suite de l'océan breton déchaîné. En 1859, Baudelaire est fasciné par l'étrangeté des petites mouettes d'Octave Pengili-Laridon, peintes aussi à Belle-Île-en-Mer. Corot, Monet, Gauguin, tant d'autres viendront séjourner en Bretagne. Et, tout courant artistique confondu, ces peintres en donneront bien sûr de multiples représentations. Entre autres, les peintres dits académiques exposant à Paris au fameux concours annuel du Salon proposeront tant de sujets bretons qu'un critique excédé s'exclamera « Nous nous sommes débarrassés des Romains, nous nous débarrasserons bien des Bretons !» Combat illusoire puisque le sujet breton y régnera pendant près d'un siècle. En donnant parfois, certes, des chefs-d'œuvre, mais dans lesquels on ne verra jamais d'usine. Une fois que le problème du réalisme a été résolu, c'est-à-dire une fois que la bourgeoisie accepte d'acheter des tableaux qui représentent des pauvres gens, le peuple, il y a le développement d'une inspiration c'est la Bretagne qui va être la région en France où les sujets on va être les plus diversifiés à cause des costumes, tout simplement à cause des costumes. C'est-à-dire la bourgeoisie qui achète les tableaux refuse le monde paysan, le labeur, l'expression du travail, de la peine, de la misère, etc. Par contre, elle va accepter les paysans, mais les paysans endimanchés, les paysans qui dansent, comme dans les tableaux de Leleu, les paysans qui font la fête et qui ont des costumes superbes. Ces peintres qui viennent, en fait, ils ne saisissent sur place, ils ne récoltent que peu d'informations. Et arrivés à Paris, à l'automne, leur boulot, c'est de préparer des grands tableaux pour le salon.
grand parce que ça correspond à cette tradition de la peinture héroïque, historique, mais aussi grand parce qu'il faut être vu. Et donc là, ils vont tout mélanger. En général, ils vont tout mélanger, c'est-à-dire les costumes de Pont-Aven, on va les retrouver à Douarnenez, un clocher de Pleibin, on va le retrouver à Plougastel et inversement, etc. Et c'est normal. Sinon, qu'ils veulent montrer, d'ailleurs, souvent leurs titres sont génériques, c'est Un pardon en Bretagne, Scène de marché dans le Finistère, donc ils se dégagent de la réalité. Donc d'un côté tout est vrai, de l'autre côté tout est faux. Le grand problème, c'est que ces images fabriquées artificiellement ont été véhiculées telles quelles, y compris jusqu'à maintenant, parce que on pense que ces artistes étaient presque des reporters sur place, des photographes. Et donc ces images produites par les peintres, même si sans critique, sans filtre, c'est rien, vont jouer un rôle majeur. Au moment où les premiers peintres arrivent en Bretagne, au milieu du 19e, la presse populaire illustrée fait son apparition en France. Et la Bretagne est tout de suite à la une. Elle le restera longtemps. En 1850, on est encore sous l'influence du romantisme et la mode du celtisme bat son plein. Par l'abondance des images qui le représentent alors, le breton devient l'incarnation du provincial en opposition au parisien. C'est le rural face au citadin. Et par la place prépondérante qui lui est accordée, le breton se retrouve au cœur d'une guerre des images. La société française du 19e siècle est une société inquiète, c'est l'émergence de la société urbaine, la chute de la pratique religieuse, les premiers affrontements sociaux. Face à cette inquiétude, cette presse qui est conservatrice a besoin d'un endroit qui ne bouge pas, d'un endroit immuable, ça sera la Bretagne, le lieu où finalement les pratiques religieuses subsistent, l'endroit où il y a une solidarité communautaire et des traditions qui là aussi se reconnaissent rapidement. Donc on est dans le paradis perdu. Du coup, pour la presse de gauche qui apparaît aussi à la fin du 19e siècle, c'est la terre d'arriération, puisque les catholiques en ont fait, eux, un exemple. Nous sommes en présence du premier grand média, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on a une presse sans images qui parle à des gens assez convaincus, c'est une presse politique. Là, on a une presse qui se veut pédagogique, donc qui fournit des textes de présentation de ce qui se passe dans les régions, ce qui se passe ailleurs dans le monde, et qui fournit des images, ce qui fait que même dans une France où tout le monde ne sait pas lire, ces images se lisent directement par les gens. Donc on a effectivement les premiers clichés, les premiers stéréotypes, et quand on regarde ensuite, ils vont perdurer. Donc c'est un rôle clé dans la fondation des stéréotypes en France. La révolution ferroviaire s'empare de l'Europe au milieu du 19e. Le train atteint les grandes villes bretonnes. Censé, il est vrai, homogénéiser le territoire français, le chemin de fer va assurer sa promotion à travers une publicité paradoxalement très régionaliste. Car les premiers voyageurs, qui sont les premiers touristes, sont à la recherche du dépaysement et de l'exotisme que la littérature, la presse populaire illustrée et la peinture leur ont révélé. Ils sont aussi avides de grand air et de bains de mer, dont on vante les bienfaits sur la santé. Quand elle apparaît en 1886, il y a peu de gares et peu de trains sur l'affiche ferroviaire, car les voyages de l'époque sont longs, fatigants et salissants. On y trouve plutôt une évocation pittoresque des régions à atteindre. Et la Bretagne, avec la Normandie et l'Alsace, est alors la région de France dont les costumes traditionnels vont, dans un premier temps, inspirer le plus les affichistes ferroviaires. Des costumes qui vont folkloriser la population locale, alors même que celle-ci ne les portera déjà quasiment plus au début du nouveau siècle. Plus tard, dans les années 20, les personnages céderont progressivement la place au paysage, des sites remarquables ou patrimoniaux. Églises, calvaires, châteaux, ports et plages créeront ainsi une Bretagne recomposée, imaginaire. Et les tas de pois de Camaret
seront aussi calmes que les eaux lisses de la baie d'Along. Tourisme balnéaire oblige. Ces images, abondamment exposées dans les villes et données ensuite aux écoles, imprégneront l'imaginaire collectif, y compris celui des Bretons. D'une manière générale, à la charnière des deux siècles, l'image de la Bretagne, c'est-à-dire essentiellement l'image du Breton et de la Bretonne en costume, se retrouve sur une grande variété de supports pour servir une infinité de messages, notamment celui de la publicité. Publicité pour des produits, certes parfois d'origine bretonne ou presque, mais qui le plus souvent n'ont strictement rien à voir avec la Bretagne. Paradoxalement, la Bretagne, après avoir été longtemps sans image et plongée dans une sorte d'anonymat, se retrouve progressivement sur le devant de la scène, omniprésente, instrumentalisée encore, à travers la dérive d'une véritable bretonnerie qui envahit tout et va la marquer pour longtemps. Cette image du Breton ou de la Bretonne, on va la trouver également dans des domaines dans lesquels on ne s'attendrait pas forcément à la voir. C'est notamment dans le domaine des arts du spectacle et des arts les plus savants, du ballet et de l'opéra. En 1849, Meyerbeer crée un opéra qui s'appelle Le Pardon de Ploermel et qui représente en quelque sorte la première arrivée de Bretons, de bas Bretons sur une scène d'opéra, bien sûr. Et c'est l'opéra national parisien, donc c'est vraiment la scène la plus prestigieuse à l'époque. Puis il y a le Fanal d'Adolphe Adam, et puis un ballet extraordinaire qui a été un des grands succès du ballet français de 1880 jusqu'aux années 1930, qui est La Korigane de Widor et Coppée. Alors la Korigane, comme son nom l'indique, se déroule en Bretagne, et le costumier de l'opéra est venu au musée, il est venu en Cornouailles, il est venu au musée breton à Quimper étudier, donc tous les costumes des figurants et des danseurs étaient des costumes bretons. Avec l'opéra, on arrive jusque dans les années 1920. Dès les années 1900, il y a un autre phénomène qui est celui des chansonniers montmartrois en particulier. Donc ce sont des chansonniers qui ne font pas seulement carrière en Bretagne, même s'ils ont leur célébrité en Bretagne, ils ont encore plus leur célébrité à Paris, sur les scènes parisiennes et sur les scènes de Montmartre en particulier. Et c'est le cas notamment du plus célèbre d'entre eux, Théodore Botrel, mais il y en avait d'autres. Il y avait aussi Léon Durocher, il y a eu Émile Duquesne, il y en a eu d'autres beaucoup moins connus. Théodore Botrel représentant évidemment la star de l'époque. On sait peu aujourd'hui, mais Théodore Botrel a vraiment été une vedette presque internationale. Il a fait une tournée au Canada, enfin, c'était vraiment quelqu'un d'extrêmement connu à son époque et qui a fait beaucoup pour la fixation de cette image de la Bretagne. Il se produisait, il ne faut pas l'oublier, en costume breton, en costume de Pont-Aven, et son épouse, qui était luxembourgeoise, se produisait également à ses côtés en costume de Pont-Aven. Au moment où la France s'unifie, matériellement, et après avoir été unie politiquement, on voit apparaître des stéréotypes régionaux, parce que les stéréotypes, justement, sont l'apparence, ne sont pas le réel, et donc la folklorisation de l'image régionale a été un moyen, je crois, d'accélérer la fin des terroirs en France à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Ça, c'est une idée tout à fait importante. C'est pas spécifique à la Bretagne, c'est très fort en Bretagne parce qu'elle avait une identité, un exotisme, comme disaient les gens qui l'observaient, particulièrement fort et particulièrement marquant, mais dans toutes les régions françaises, on voit apparaître des clichés à la fin du 19e siècle, au moment où, justement, la France, avant la guerre de 14, juste avant la guerre de 14, va faire la preuve qu'elle est devenue, de fait, un État-nation extrêmement centralisé et pratiquement uniformisé. La photographie naît vers la fin du siècle. Dans son sillage, la carte postale devient rapidement un fantastique colporteur d'images. Les photographes se précipitent alors en Bretagne, où ils trouvent quantité de sujets qu'ils ne trouveraient pas ailleurs. Certes, le costume, toujours et encore, mais surtout des éléments de la vie quotidienne qu'ils saisissent à travers des scènes pittoresques, dont les fameuses noces aux centaines de convives. Certaines mises en scène et reconstitutions en studio, fréquentes au début, sont parfois risibles, mais très tôt, quelques éditeurs donnent aussi une véritable dimension documentaire à la carte postale, soucieux de témoigner d'une époque. Hélas, un peu piégés par leur démarche, ils vont surtout s'empresser de capter ce qu'ils pressentent que bientôt ils ne pourront plus photographier. Ce faisant,
La carte postale aussi va donc figer la Bretagne dans son passé. La modernité n'a pas été oubliée dans la carte postale, puisqu'on trouve assez souvent dans les années 1900 l'arrivée de cette modernité, que ce soit l'aviation ou l'automobile. Mais même là, même à ce moment-là, lorsque l'automobile apparaît, le photographe ne manquera pas d'installer à la place du pilote un Breton en costume, montrant bien que, il faut absolument que la Bretagne colle à son image. Les catalogues de films de l'époque l'attestent. Dès la naissance du cinéma, la Bretagne est immédiatement une destination privilégiée des premiers opérateurs des frères Lumière, Pathé, Gaumont ou Cannes. Pour son exotisme, on filme alors autant la Bretagne que l'Algérie ou le Maroc. Mais ce nouveau média ne porte au départ, lui non plus, aucun regard neuf sur la Bretagne. C'est tout à fait normal, l'opérateur seul qui débarque dans une ville de Bretagne s'est fait tout un scénario déjà dans la tête et de toute façon va n'avoir de cesse que d'avoir ces images-là en boîte et les ramener, effectivement. Donc il conforte toute une sorte de clichés qu'on va surtout retrouver dans la fiction. Tout d'abord avec tout ce qui est légende bretonne, légende autour de la mort, des fées, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que même les plus illustres s'y sont essayés. Méliès, Segundo de Chaumont. Donc, ces gens-là qui se sont essayés. Et je dirais qu'ils ne sont pas essayés. Ils ont utilisé ce concept-là comme un moyen de vendre leur film. C'était effectivement annoncer La Roche des Corrigans. C'était déjà exciter le public et répondre quelque part à sa demande. D'Epstein à Grémillon, en passant par L'Herbier et quelques autres, la fiction s'intéressera aussi très vite au monde maritime, non sans talent parfois, mais sans éviter non plus les clichés. Fort heureusement, l'histoire ne retiendra que les chefs-d'œuvre. Parallèlement, le petit monde des cinéastes amateurs, précoce en Bretagne et très prolixe, sera, lui, fondamentalement nostalgique. Les cinéastes amateurs vont renforcer ce phénomène, ce sentiment de perte. Qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, de disparaître d'une manière inéluctable, qui serait cette Bretagne justement de la fin du 19e siècle. Et donc ils vont la capter. Ils vont la capter dans tout ce qu'elle peut avoir encore de traditionnel à leurs yeux. Avec ce sentiment de vouloir retenir les choses qui sont dans une évolution normale, c'est-à-dire les empêcher de disparaître totalement. Et donc on rentre dans des processus de filmage, de refilmage. Les reconstitutions de moissons, on en a dès les années 20, en fait. Donc ce qui est assez fabuleux, c'est que on pourrait dire que chaque décennie a ces cinéastes amateurs qui filment les reconstitutions de moissons. Alors avant de trouver la bonne là-dedans, c'est vraiment un vrai casse-tête. À l'aube des années 50-60, objet de tant d'images accumulées pendant plus d'un siècle, la Bretagne est une région qui se retrouve avec ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui une très forte image. C'est bien sûr un stock d'images très diversifié, mais principalement lié à un présent qui s'éteint quand elles ne sont pas tournées vers un passé définitivement révolu. Et cela, paradoxalement, alors même que la Bretagne entre, elle aussi, dans la modernité. Cette modernité en marche paraît même s'appuyer curieusement sur ces images du passé. Ainsi, le tourisme, qui se développe à grands pas, en joue beaucoup et adosse souvent son action à un nombre impressionnant de fêtes folkloriques où la musique traditionnelle renaît et où le costume est roi. Le fameux Gwenadu, le drapeau breton créé par les autonomistes, s'installe dans l'imagerie populaire. Constat des plus importants, tout ce corpus d'images va alors se figer autour de ces années 50-60, et ce, pour un long moment, semble-t-il. J'ai étudié les manuels de géographie qui parlaient de la géographie régionale de 1860 à 1960. Et j'ai été frappé,
en 1960 par la seule page qu'il y avait sur la Bretagne dans un manuel de géographie. Donc 1960, on est en plein effort de modernisation de la Bretagne. Et la seule représentation de la Bretagne, c'était deux paysans en costume traditionnel et l'homme qui portait un fagot de bois, la femme qui avait la coiffe. Et puis le commentaire, c'était le sol breton, une lande infertile. Le système d'imagerie populaire ou d'imagerie stéréotypée de la Bretagne se fige effectivement dans les années 50. On peut en avoir un témoignage très simple avec la faïence de Quimper, par exemple, qui est complètement figé dans les années 50. Comment représenter autrement le breton et la bretonne sur les vols de Quimper? On voit bien c'est fixé. Il y a une certaine correspondance, en fait, entre ces représentations iconographiques, relativement péjoratives ou folklorisées, et une Bretagne qui a peu changé. Où le hiatus devient très important, c'est quand la Bretagne, dans les années 60-70, accède à la modernité, le célibe, etc., tout ce qu'on connaît bien, la révolution agricole, et qui fait que ces images, du coup, apparaissent complètement en décalage par rapport aux réalités vécues par les Bretons eux-mêmes ou perçues par les étrangers à la Bretagne, qui voient bien, effectivement, autre chose se mettre en place, mais comment représenter cette autre chose ? Un demi-siècle plus tard, les mêmes images sont toujours là. D'aucuns s'en émeuvent et les pensent totalement inadaptées à traduire les réalités d'une Bretagne moderne. C'est vrai, les clichés ont la vie dure. Mais pourquoi ? Par exemple, que se joue-t-il peut-être d'essentiel derrière la permanence de l'image de la bigoudaine, alors que plus personne ne porte la coiffe ? En 1996, Jean-Paul David crée le personnage d'une grand-mère rigolote qui fait du roller, du surf et mille autres choses. Le succès est immédiat. Figurines, cartes postales et produits dérivés multiples. Une véritable Mam Goudig frénésie s'empare de la Bretagne, puis de la France et enfin curieusement d'une partie du monde. Jean-Paul David n'en est toujours pas revenu. Complètement dépassé. Il faut bien comprendre que je l'ai faite, je l'ai créée au début pour faire sourire et rire ma grand-mère et mon grand-père. Et très vite, il y a eu un engouement sur ce personnage. Pour quelle raison ? Je pense parce qu'il correspond justement à ces petites choses qu'on n'arrive pas forcément à formuler, que l'on ressent au fond de soi. Et on a besoin de se ressourcer régulièrement et donc d'aller chercher ce qui nous a construits. Et Mam Goudig est un peu là pour faire un relais de temps en temps. Une anecdote toute simple. Je découvre sur Internet un couple qui décide de faire le tour du monde et qui régulièrement, chaque semaine, vient mettre des photos, des clichés de Mam Goudig, prise en photo avec les femmes girafes, avec les bouddhas, avec... C'est incroyable, quoi. Elle fait le tour du monde, finalement. Elle est universelle. Que serait l'identité bretonne sans un rapport intense à son passé, aux images qui signifient ce passé. Encore une fois, l'imaginaire télescope le temps. On ne pose au passé en réalité que les questions du présent. Et donc il est faux de les opposer sans cesse, comme si l'un était la réalité et l'autre la pure illusion. À travers ces illusions, à travers cette imagerie, on dit quelque chose de la permanence d'un sentiment. Il faut croire qu'on a besoin de tout ça. On a besoin de ces dolmens, on a besoin de ces bigoudaines vraisemblablement. Bref, on a besoin de symboles d'identification. Alors, à chaque fois, intellectuellement, on peut s'amuser à déconstruire le propos. Les dolmens, il y en a partout en Europe. La civilisation celtique, elle est européenne. Bien. Mais il n'empêche que depuis les Celtomanes jusqu'au festival interceltique, c'est ici et dans quelques autres régions périphériques d'Europe que s'est construit un discours de celtitude. On peut se gausser de la construction d'un stéréotype, ce serait, à mon sens, une erreur, parce que le stéréotype ou parce que l'image qui s'est imposée correspond toujours à des réalités profondes. Stand up, pick a scene, stand up on your feet. Stand up, pick a scene, stand up for your dreams. Stand up, pick a scene, stand up on your feet. Stand up, pick a scene, tu n'es pas sa cousine. Les clichés auraient donc une âme.
Les retourner serait-il aussi un moyen de créer astucieusement de nouvelles images? Dans les années 80, l'affichiste Alain Le Kernec, un des premiers, pratique avec humour l'exercice. Bécassine est vengé. Dans un tout autre esprit, dans les années 2000, le photographe Hervé Lewis, rendu célèbre par ses fameuses leçons de charme pour une marque de lingerie féminine, donne cette fois en quelques photos une véritable leçon de recyclage de clichés aux jeunes créateurs bretons d'une toute nouvelle marque de vêtements sportwear. Décalage et provocation assurée. Les clichés bretons seraient-ils devenus branchés? Ça a choqué, c'est pas le mot, c'est pas choqué, ça a interpellé les gens. Donc effectivement, pour nous, en tant que marque, c'était intéressant. La vache, la bigoudaine, c'est en aucun cas une moquerie envers la culture bretonne. Donc c'était vraiment un clin d'œil, tout en disant qu'on était fiers d'être bretons. L'une des particularités de la Bretagne, c'est d'avoir un langage identitaire extrêmement riche. Quand on reprend tous les vocables, elle a finalement la richesse, je dirais, du vocabulaire identitaire d'une hauteur, je dirais, de celle d'un pays. La richesse de ce vocabulaire identitaire de la Bretagne, très souvent, est vécue comme étant autant de boulets aux pieds venant du passé. Chaque fois qu'on voit une coiffe, qu'on voit un menhir, qu'on voit un dolmen, qu'on voit des crêpes, du bignou, on a l'impression que c'est une négation du potentiel de développement, de dynamisme, de tonicité de la Bretagne, puisqu'on a l'impression qu'on la renvoie à chaque fois à son passé. Or, pas du tout. Le fait de mettre une bigoudaine assise sur un puits peut permettre de parler de technologie. La seule chose, c'est qu'on saura que c'est en Bretagne. Toute cette mer, cette lumière, tous ces amis, ces terres, c'est un peu de moi. C'est la Bretagne. La Bretagne, votre seconde famille. Très tôt, la Bretagne prit conscience de ses atouts touristiques et s'organisa pour promouvoir son image. Les syndicats d'initiative y furent d'ailleurs parmi les premiers en France et un comité régional du tourisme vit le jour dès la fin des années 40. La promotion du tourisme a toujours été, par nature, le principal support du développement de l'image de la Bretagne. Mais quelle image ? Paysages, traditions, folklore, de l'incitation au plaisir des premiers bains de mer à la Bretagne amoureuse, quelle image entretenue. Nous avons aujourd'hui comme ambassadeurs de l'image de la Bretagne et porteurs de l'image de la Bretagne les Bretons et les Bretonnes dans leur activité au quotidien et non plus dans l'aspect folklorique traditionnel que l'on avait auparavant. Alors, il faut mettre un bémol à tout ça. Quand on regarde les affiches que l'on diffuse le plus et qui ont le plus de succès au CRT, vous en avez deux. Vous avez ex aequo, vous avez une affiche de bigoudaine assise devant une chapelle, il n'y a pas plus carte postale que ça. Mais la deuxième affiche, ce sont des portraits de marins avec des visages très forts qui sont des portraits de Bretons au quotidien. Si je devais trouver un signe fort pour les gens de la Bretagne, et notamment tous les publics qu'on côtoie depuis des années, c'est la marée. Je pense que ce qui frappe le plus les gens qui ne connaissent pas la Bretagne, le premier contact avec la Bretagne, notamment les étrangers, c'est la marée, par ce spectacle extraordinaire que ça donne d'aller et retour plusieurs fois par jour. C'est quelque chose que les gens reconnaissent tout de suite comme une marque de la Bretagne. Dans le fond, Adam et Ève sont-ils nés à Quimper, comme le prétendait un slogan sur les murs en mai 68. Déjà, à la toute fin du XVIIIe, Élie Fréron et Billardon de Sauvigny polémiquaient pour savoir si c'était sur l'île de Sein ou sur l'île d'Ouessant que l'on trouvait l'innocence du premier âge en France. À leurs yeux,
la Bretagne serait une contrée restée en quelque sorte aux origines du monde. Les questions posées par le romantisme ont-elles changé ? Et la Bretagne est-elle vouée à reproduire d'elle-même quelques images clés au regard des autres, dont la force s'expliquerait par quelque chose de profond qu'elle véhiculerait ? Lorsqu'on l'évoque, 64% des Français associent la Bretagne et la mer. Ainsi, le photographe Philippe Plisson doit-il sans doute son succès à sa vision d'une Bretagne maritime sauvage, quasi hors du temps. Son célèbre « Avis de coup de vent sur les poulains », qui s'est à ce jour vendu à plus d'1 million d'exemplaires dans le monde, semble à lui seul incarner à la perfection cette dimension quasiment mythique de paradis perdu que l'on continue d'associer à la Bretagne depuis le XIXe siècle. Je pense que dans cette image-là, il n'y a rien qui pollue, donc elle n'est pas marquée dans le temps. Et je crois que c'est comme ça que nos compatriotes regardent et espèrent trouver la Bretagne. On vient chez nous pour son authenticité, on vient pour ça. C'est des instants qu'on aurait aimé vivre. Je crois que c'est profond. On en a la démonstration à chaque tempête, chaque coup de vent d'ouest. Les voitures s'en font la queue en pleine journée sur la route de Quiberon, parce que les gens ils ont besoin d'aller voir ce spectacle, ils ont besoin d'aller voir ces instants de puissance de la nature. Et je crois que, bien, à travers cette image-là, ils se récupèrent un petit peu d'émotions qu'ils n'ont pas encore vécues. Les ordinateurs ou les tonalisiers ne font pas rêver. Les villes peuvent faire rêver, les ports peuvent faire rêver, mais il est certain que la modernité est peu productrice d'images. Parce que dans les images modernes de la Bretagne, s'il peut y avoir la mer, la voile, ça clairement, une transatlantique aujourd'hui, ça veut dire la course de 3 ports de Bretagne contre le reste du monde. Il y a un investissement dans la mer, la voile, etc. Comme si la Bretagne repartait à la conquête des mers, donc à la conquête d'elle-même à nouveau. Il y a une mondialisation des images qui fait qu'effectivement un ordinateur ou un computer ou un circuit imprimé fabriqué à Shanghai ou fabriqué à Lannion, il a la même allure. D'où la difficulté effectivement à mettre en image une modernité qui respecte en même temps la revendication de la spécificité locale ou régionale. Et là, il y a un véritable défi, comment concevoir, comment mettre en évidence cette modernité dans ses aspects bretons. Est-ce si facile de créer de nouvelles images de la Bretagne ? Des images qui témoigneraient de sa réalité contemporaine. Les biotechnologies marines et la recherche de pointe en télécommunications créent-elles des images ? Davantage un imaginaire. Rien n'est moins sûr. Ou alors, pas encore. La Bretagne, c'est vrai, est riche d'images qui la rattachent plutôt à son passé. Des images qui semblent même vieillottes, et qui pour beaucoup le sont. Mais au-delà des apparences, n'est-ce pas plutôt le sens et les valeurs qu'elle cristallise qui en feraient en quelque sorte la modernité ? Et d'ailleurs, qu'est-ce au juste qu'une nouvelle image de la Bretagne ? Mais la modernité a produit des images. Quand je parlais de la mer, les bateaux qu'ils mettent sur l'eau ont changé. Et ça va des plus extravagants, trimarans, etc., au vieux gréement. Le vieux gréement c'est pas un vieux bateau, c'est un bateau construit aujourd'hui dans un rapport au passé et à une culture maritime que l'on maintient. Donc la Bretagne a produit une image nouvelle à travers, et ça dit beaucoup de choses, le vieux gréement en tant que tel. Si on avait dit à un marin-pêcheur du Guilvinec, de Douarnenez, de Concarneau ou de Lorient en 1960 que des gens paieraient un jour pour voir des bateaux comme le sien, le marin-pêcheur a dit « Attends, il est tombé sur la tête. On va pas payer pour voir... » Non, bon, on paye pour voir des bateaux dans les ports. Parce que ça correspond à beaucoup de choses auxquelles on se rattache aujourd'hui. Les fêtes maritimes
D'abord, c'est du lien social et on a besoin de lieux consensuels de lien social. Des jeunes, des vieux, des riches, des pauvres, toute obédience politique, etc. Les gens se retrouvent autour de cette image consensuelle qui a été construite, le bateau qui est beau et qui symbolise la liberté, qui symbolise aussi des valeurs comme le travail, des matériaux nobles, le bois. On va privilégier des bateaux en bois plutôt que des bateaux en acier. Et puis les voiles. Les voiles, c'est une valeur extrêmement intéressante. C'était du temps où on tirait avec les bras. C'est d'avant la modernité, l'ensemble des techniques d'aujourd'hui. On en a besoin de ces traces qui viennent de loin. Et les bateaux en bois l'illustrent parfaitement. S'il est aussi un univers d'images indissociablement lié à la Bretagne, c'est bien celui du légendaire. Image d'un lointain passé, certes, mais pourtant bien vivante car inlassablement revisitée par les créateurs de chaque époque. Du roi Arthur à Merlin l'Enchanteur, en passant par l'Ankou et moult Corrigans et fées, la Bretagne reste aux yeux de beaucoup une terre de légende. À l'heure des mondes virtuels, le légendaire se porte bien. La Bretagne continue à effectivement renvoyer cette image légendaire. Je me rappelle de Siciliens arrivant en Bretagne et disant qu'ils venaient là pour les légendes, alors qu'ils n'en sont pas privés chez eux, pour les légendes et parce que ces légendes se passaient dans un pays de brume, d'eau, de forêt et de lumière mouvante. Donc il y a la Bretagne, il y a la légende, mais la légende est, je crois, en grande partie suscitée ou renouvelée par un paysage. Là, il y a une espèce d'alchimie, je ne sais pas lequel est premier, peut-être le paysage quand même, mais c'est vraiment une image globale, forêt, côte déchiquetée, rochers mystérieux, avennes profonds et légende. La forêt de Brocéliande est un tout petit monde, mais le monde entier, si je peux dire, y vient. J'ai vu un professeur japonais, un universitaire en retraite, aussi digne qu'on peut l'être, venir à Brocéliande parce qu'il en avait rêvé et déclamer des vers d'Aragon sur la digue du Miroir aux Fées. Je pense que la Bretagne est dans un moment important de son histoire, dans la mesure où, dans le contexte de globalisation aujourd'hui, le poids du local et du régional va devenir quelque chose de stratégique. Donc si la Bretagne veut avoir sa place dans le village planétaire, comme on dit, même si l'expression est peut-être un petit peu rapide, mais donc si elle veut avoir sa place, elle a besoin de produire de contenu, elle a besoin d'avoir un projet. Et puis elle a besoin aussi d'être représentée, d'avoir une représentation qui passe en partie par l'image. Alors est-ce qu'on peut produire aujourd'hui de l'image nouvelle ? Je pense par des comportements humains. Je pense que dans une grande partie de l'Europe, on sait que les Bretons aiment bien organiser des fêtes, participer à des fêtes, etc. Il y a l'image des vieilles charrues, l'image du festival de l'Orient, etc. Et donc il y a ce genre de choses. On va avoir de nouvelles images qui apparaissent, qui ne sont pas des images au sens physique, mais qui sont plutôt des images liées à des comportements humains. Alors, à tort ou à raison, la Bretagne actuellement, au travers de sa musique, mais aussi au travers de son art de vivre, ressemble un peu à un paradis perdu par tous ceux qui ont perdu leurs racines. À chaque fois qu'on parle de musique bretonne, qu'on met sur une affiche musique bretonne, immédiatement il y a une image qui apparaît et les gens, sur cette image positive de la musique bretonne, viennent communier. Ils viennent chercher quelque chose qui leur manque. La Bretagne, peut-être davantage que d'autres régions, n'est pas en panne d'images. Beaucoup, oui, sont liés au passé. Mais elle constitue aussi le fond symbolique d'une fantastique boîte à jouets, boîte à images, avec lequel l'imaginaire, ce bricoleur de génie, s'amuse beaucoup. Un jeu d'images, donc, dont personne ne serait dupe, mais dont l'enjeu serait quand même l'affirmation d'une identité tant convoitée à l'heure de la mondialisation. Être de quelque part. Alors, si la guerre des images est commencée, la Bretagne a sans doute de sérieux atouts dans son jeu. Mais, c'est sûr, la partie risque d'être serrée.